Alors, la première chose, c'est d'essayer de voir un petit peu dans la salle votre appétence ou votre proximité avec ce qu'on appelle l'agilité. En gros, les domaines d'activité, il y a des personnes qui sont dans le numérique, dans l'IT, massivement, et donc dans d'autres domaines, plutôt. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins concernées directement ou pas par des problèmes des sujets de conduite du changement? Oui, beaucoup. Oups. Et puis d'innovation, de rétrospective, d'audit, on a tous plus ou moins ces choses-là, pas vrai? Et puis on a plusieurs équipes, et puis on essaye de faire des rétrospectives, et dans certains cas, ça ne se passe pas forcément très bien, en fait. Ça paraît à certaines personnes très évident, à d'autres moins. À certains moments, ça jaillit comme une fontaine d'idées pour s'améliorer. À d'autres, on y va avec des semelles de plomb et on en ressort les poches vides. Et qu'est-ce qui peut se passer? Alors évidemment, on ne prétend pas là dire ah voilà la solution magique et c'est ça qui se passe à chaque fois. Mais questionner un petit peu ce genre de situation sous un angle qui est celui de l'appreciative inquiry qu'on va explorer ensemble tout de suite, parce que pas envie de vous faire quelque chose de pompeux et de désagréable, donc on va aller assez vite au concret. Je vous ai remis là les 4 valeurs de base de ce qu'on appelle agile avec une majuscule. Je les ai remis ici pour qu'on s'inspire dans la phase qui va suivre. Quelqu'un n'est pas familier avec ce qui est à l'écran? Ça parle à tout le monde? Ok, donc on va pouvoir avancer sans se poser cette question-là. Et puis la rétrospective, c'est ce fameux truc qui permet à intervalles réguliers à l'équipe de se questionner sur sa pratique, sur son processus, sur son procédé de fabrication, pour accéder au fameux Saint Graal du Kaizen, de l'amélioration continue. D'accord ? Et puis classiquement, on regarde ce qu'il faut faire, ce qu'il faut moins faire, etc. Ou alors, plus carrément, on y va. Bon, qu'est-ce qu'on a mal fait ce week, pendant ces 2 semaines, quand on est dans une pratique itérative, 2 semaines, 3 semaines, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? On est tous biberonnés à ce questionnement d'écart, mesurer l'écart entre ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on a fait en fait. C'est un peu le fond de commerce de la rétrospective, d'accord? Et sauf que, j'ai pris un chiffre un peu au hasard, mais pas que, sauf que les programmes de changement qui sont basés sur l'amélioration continue, les résultats de recherche montrent qu'ils fonctionnent à 25-30%. Donc, c'est utile, c'est efficace. Est-ce que c'est suffisant dans tous les cas? Et dans quelles conditions est-ce qu'il faut essayer de placer le groupe pour que ça marche vraiment, vraiment, quoi? Parce que les résultats sont quand même pas mirobolants. Et ça, ce sont des chiffres qui sont cités par Ron Frey, qui est un des fondateurs de la démarche appréciative, plutôt un des co-découvreurs, parce qu'on verra que c'est une démarche qui est issue elle-même de résultats de recherche en sociologie des organisations. Eh bien donc expérimentons peut-être autre chose. Nous et puis nos pratiques agiles, d'accord? Est-ce que vous êtes tous super prêts? C'est bon? Alors, des super consignes. En fait, vous allez vous interviewer en duo, donc vous choisissez quelqu'un à côté de vous, et puis on va prendre 10 minutes dans un sens, 10 minutes dans l'autre, et puis on va aller chercher des histoires. On va commencer par là. Et dans ces histoires, les forces, les richesses, les moments où c'était vraiment, vraiment chouette. Les anecdotes. D'accord? Et voilà, après, je ne vais pas vous en faire des tasses sur les consignes, c'est pas l'idée. Laissez-vous aller, quoi. Juste pour explorer, expérimenter ce qui se passe. D'accord? Et derrière, comment on va faire? C'est tout simple. Il était une fois. Raconte-moi un moment dans lequel
Ah, tu t'es senti faire partie d'un projet dans lequel, au moins une des valeurs, là, on l'a vraiment, vraiment bien mise en œuvre, et puis ça allait vraiment dans une direction. Alors peut-être que le projet, 3 mois plus tard, il a pris un mauvais coup et qu'il ne s'est pas bien fini, c'est pas le sujet. Mais il y a un moment dans cette équipe-là, waouh, ça pulsait, et puis on se sentait vraiment en proximité avec le client, ça marchait super bien, ou bien on était vraiment focalisé sur de la réalisation de produits finis, et on se préoccupait juste ce qu'il fallait de la documentation, ce genre de choses. D'accord ? Donc je vous laisse à l'écran les questions. Donc l'idée pour l'intervieweur, c'est de poser les 4 questions en séquence, et puis ensuite on change. D'accord ? Donc vous prenez quelques petites notes. Voilà, vous avez là-bas la place pour mettre quelques post-it sur les forces que vous aurez notées, les satisfactions, et puis les quelques idées qu'on pourrait réutiliser ou proposer aux autres pour faire encore durer, faire rayonner ces moments-là, quoi. D'accord ? Mais c'est parti. Bon alors, bon, il est bien gentil, il fait son coach, il fait son icebreaker, bien joli tout ça, mais où est-ce qu'on va, quoi ? Vous avez le droit de me poser la question. Alors on est là, on s'occupe de projets, il faut les mener à terme, on n'est pas en train de jouer, quoi. Hein. Et puis il faut vraiment aligner les choses, d'accord ? Il faut que les gens soient alignés sur les mêmes valeurs, sur la procédure, sur le processus, sur le protocole, parce que c'est voilà, les théories du mouvement, hein, proportionnel à la force sera le mouvement. Ah oui, mais non, pas tout à fait quand même. Hein. C'est-à-dire parce que les humains, on peut essayer de les aligner, si on les tire par les cheveux, c'est un peu comme les carottes, ça ne pousse pas plus. Des fois, ça leur arrache les racines, ça les dérange. Puis ils se mettent à faire ce truc idiot qu'on appelle la résistance au changement. Pas vraiment quelque chose qui existe. La résistance au changement, c'est un nom qui cache plutôt un comportement assez sain qui consiste à résister à être changé. Et ça, c'est un petit changement de perspective entre une vision un petit peu « on y va les gars, c'est comme ça ». Et puis, il faut que vous adhériez, on va vous aligner, etc. Une posture un petit peu mécanicienne, qu'on peut essayer en tout cas de questionner avec une approche un peu plus organique. Une carotte, pour la faire pousser, ça ne sert à rien de tirer sur les fans. Il faut apporter des nutriments, il faut apporter du soleil, il faut apporter de l'eau. Et là, il se passe quelque chose, on crée les conditions, et ça vient tout seul. Et ça vient en abondance. Et si on pouvait avoir ce genre d'approche dans nos métiers aussi, dans nos projets. Le principe de la rétrospective, c'est une boucle de rétroaction. On est vraiment dans une pensée qui émane de la pensée cybernétique. J'ai une boîte noire qui fait quelque chose, il y a quelque chose qui rentre, il y a quelque chose qui sort, je capte le différentiel entre ce qui devait sortir et ce qui est sorti, je le réinjecte et je fais une rétroaction, autant que possible positive. Mais ça ne marche pas toujours. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire la rétro. Ils sont fatigués, ils sont déprimés, etc. Et si on pouvait essayer de faire ce genre de choses-là en créant des conditions dans une approche plus organique que mécanicienne et peut-être plus durable quelque part parce que auto-répété, quoi. C'est un petit peu ce qui peut apporter selon quoi l'appreciative inquiry et certainement d'autres approches peuvent apporter un petit plus dans notre quotidien. D'accord ? Et puis au passage, justement, qu'est-ce que le fait d'apprécier vraiment ce qui est positif peut apporter ? Alors, ce que je vous ai fait faire là, alors je vous ai simplifié la question derrière pour aller directement à des actions. La démarche consiste à, le cœur de la démarche, le réacteur si on veut, consiste à partir d'histoires, d'anecdotes, d'aller chercher les forces intrinsèques des personnes qu'ils ont mises en œuvre pour que ces moments-là soient vraiment des moments waouh, super efficaces, motivants, agréables, sympathiques, etc.
Et les sources de motivation qui les ont amenés à mettre ces forces en œuvre. Qu'est-ce qui m'a fait vraiment, vraiment plaisir à ce moment-là? C'est quoi que j'aurais du coup vraiment envie de retrouver, quoi, parce qu'on fonctionne comme ça. Et puis derrière, pour que ces moments-là soient plus riches, plus rayonnants, plus vivants encore, qu'est-ce que si je rêvais? Là, on s'approche un petit peu de ce qu'on fait en design thinking, on s'approche un petit peu de ce qu'on fait dans les jeux, dans les InnoGames. Et peut-être que là, on sent déjà poindre qu'on peut préparer du design thinking ou de l'InnoGame à un niveau de tout un groupe en allant allumer un petit peu ces petites mèches-là. D'accord? Alors, un des aspects passionnants de cette démarche, c'est que c'est à la fois une démarche, on peut dire un outil, j'aime pas trop, puisque c'est un petit peu mécanicien, et puis c'est pas comme ça que ça marche, c'est que ça n'est pas une astuce, c'est vraiment l'émanation directe d'un résultat de recherche surprenant d'un gars qui s'appelait David Copperrider, qui travaillait dans un labo de recherche sur la sociologie des organisations. Et est allé auditer, dans le cadre de sa thèse, un hôpital. Et puis s'est mis à se rendre compte qu'il y avait des trucs qui marchaient bien. Et puis s'est mis à se rendre compte que quand ça marchait vraiment, vraiment bien, il y avait certains schémas qui se reproduisaient. Alors, il s'est dit, tiens, je vais explorer. C'est quelque chose qui marche bien. Et il a focalisé sur ce qui marchait bien. Quelques temps plus tard, le directeur de l'hôpital a appelé l'université de Cleveland, disant « les gars, je voudrais bien que vous reveniez, parce qu'il se passe des trucs. » Il y a une explosion de choses qui marchent bien. Et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un certain nombre de mécanismes, entre guillemets, de phénomènes des groupes humains qui sont activés, facilités, encouragés, enrichis par ce genre de questionnement humble, positif et vraiment, vraiment aller chercher. Parce que quand on pose une question à quelqu'un, il y répond et à l'instant même où on lui pose la question, il change. Et si on lui pose une question négative ou neutre, il va répondre statistiquement plutôt négativement, même si elle est neutre. Mais si on lui pose une question positive, il va répondre plutôt positivement. Et il va changer dans le sens de la question. Ce sont tout un tas de découvertes qui ont été faites à ce moment-là et qui ont rejoint 10 ans plus tard le mouvement de la psychologie positive qui a émergé dans les années 90, fin des années 90, et qui depuis font des recherches croisées, des expérimentations croisées, des mises en œuvre pratiques dans tout un tas de domaines. On en verra quelques-uns tout à l'heure. D'accord ? Donc je disais, il y a un protocole, il y a un processus si on veut. On commence par aller chercher un projet, on ne se questionne pas dans le bleu, dans une espèce de bisounoursisme. Là, je vous ai focalisé sur des valeurs agiles. On peut se focaliser sur d'autres sujets. On prend un thème qui découle d'une ambition, de quelque chose d'élevé, de désirable, d'attractif, de positif et d'ambitieux. On prend un thème, et ça c'est la partie définition. Et ensuite, on va aller en découverte. Et c'est ce qu'on a fait là, ce qu'on a expérimenté ensemble ce soir. On va regarder les rêves, on va aller les célébrer, les symboliser, les dessiner, faire des mises en scène de ces rêves. Et après, on va construire à partir de ces rêves. Alors plus précisément, parce que ça peut sembler un petit peu gentillet, c'est quelque chose d'extrêmement structuré. Donc on définit le projet, ambitieux, désirable, attractif et positif. On va explorer les ressources du collectif, donc les forces, les sources de motivation, les histoires elles-mêmes, et puis les rêves. Ouais. Et on fait ça en collectif, c'est-à-dire qu'on réunit tout le monde dans la même pièce. On commence en duo, autour d'îlots, de tables. On partage ensuite toutes ces histoires, ces rêves, ces forces en petits groupes par table. Et puis, on envoie des émissaires raconter les forces, les plus belles histoires de la table, les forces, les sources de motivation. Donc vous imaginez un peu je ne sais pas si vous avez probablement recommencé un peu à ressentir un certain niveau d'énergie intérieure, là, à raconter des moments de votre vie où ça s'est plutôt bien passé. 2 fois 45 minutes, puis on partage sur une table, puis on partage à tout le monde.
le bain que ça fait, c'est assez extraordinaire. Et ensuite, on retravaille les rêves et on recommence. On les met en scène, on les montre à tout le monde, on choisit par table le rêve de la table, on le met en scène d'une manière ou d'une autre. Là, ça ressemble un peu à ce qu'on fait en du design thinking. Et on va faire une expo. Et on va faire voter les gens pour les rêves qui sont les plus excitants, les plus ambitieux, les plus sympas par rapport à l'ambition qui a été dessinée. Donc le cœur du sujet, le projet appréciatif. D'accord ? Alors ça peut, là on est en train d'en préparer une chez Palo pour un tout petit groupe de 6 personnes. On va faire ça dans un format d'une demi-journée, on va complètement resserrer la chose. On verra qu'on est en train de lancer une démarche à l'échelle de tout Palo IT sur 2 continents, Asie, France, 200 personnes. Et on va passer 2 jours ensemble. Et puis on conçoit à partir de là quelque chose, des grands chantiers. Ce n'est pas encore des projets, c'est vraiment des intentions de chantier, mais qui sont très structurées, on les verra tout à l'heure. Et puis on présente tout ça à tout le monde, et on fait un appel à candidature pour investir de l'énergie sur des projets qui vont découler de ces chantiers. Je vous laisse imaginer la difficulté qu'on a à trouver des volontaires. D'accord ? Alors comment ça marche et pourquoi ce mot-là? Il y a 2 choses qui amènent un vrai effet catalyseur. C'est le fait d'apprécier, vraiment, d'aller écouter, se baigner dans les histoires et vraiment se mettre à l'écoute de ces moments-là et de ce qui les ont générés, les forces, les envies, les sources de satisfaction, etc. Et puis le fait de reconnaître ce qu'il y a de meilleur dans les différentes ressources du groupe humain, dans les différentes composantes du groupe qu'on réunit autour. D'accord ? Donc c'est vraiment inquire, non pas enquêter, mais explorer, aller à la recherche, découvrir et puis appreciate. C'est vraiment se baigner dedans et le déguster vraiment patiemment, avec plaisir, jusqu'au bout, quoi. Et c'est ça qui fait que là, quand je vous ai lancé, au bout de quelques secondes, il y a un niveau de ronronnement sympathique qui s'est mis en place, qu'il a été un peu difficile d'interrompre pour certains d'entre vous. D'accord ? Alors, quelques histoires. Poult. Poult, qui connaît Poult? Par là quelqu'un? Voilà. Poult, biscuiterie industrielle française, créée en 1886 ou quelque chose comme ça, et qui rachète une autre structure en 2006 par là, et qui est à l'époque dirigée par un financier belge qui dit bon, là on a un cap à passer, je sais faire ce genre de truc en coupant 20% de la masse salariale, en dégageant du cash pendant les 3 prochaines années, j'ai pas du tout envie de faire ça. Vous savez, votre métier vous le connaissez, on va se mettre tous ensemble. Et donc, ils ont lancé une démarche appréciative à l'échelle de 600 personnes, je crois, à l'époque. Et aujourd'hui, Poult est connu pour être une des entreprises les plus innovantes en France. Alors, c'est déjà une industrie en France, qui est toujours à Montauban, et qui sert toute la grande distribution, et qui donne même des cours d'innovation aux entreprises alentours. L'exemple le plus frappant, c'est qu'ils ont inventé un biscuit connectable. Un biscuit sur lequel il y a un QR code en matière alimentaire et qui permet à des personnes âgées en grande difficulté pour s'alimenter de consommer un produit qui est facile et agréable et dans lequel on peut éventuellement mettre des médicaments. Et à chaque fois que je prends un biscuit, je le passe devant un scan et on peut monitorer comme ça comment je me nourris. Il y a tout un tas d'autres choses. Donc c'est parti d'une AI, entre guillemets. Dans le domaine de la santé, enfin, à mi-chemin entre la santé et l'industrie agroalimentaire, une structure qui travaille dans le lait infantile fait partie d'un grand groupe et apprend qu'elle va être vendue parce que l'Union européenne leur dit « Les gars, vous êtes trop gros, donc vous vendez un truc là. » Et puis, pouf, ça tombe sur eux. Vous imaginez la chape de plomb qui est tombée sur l'entreprise. Grosse déprime, angoisse, gros questionnement, qu'est-ce qu'on va devenir, ça va nous lessiver, on va perdre notre âme. Et le patron de cette boîte-là dit bah, écoutez, non, moi je ne veux pas ça.
on va aller explorer nos forces et on va en faire une base de données. On va créer, lister toutes nos forces et on va les présenter aux racheteurs. Donc ils ont fait ça en mode appréciatif et ça a donné en fait l'organisation par tous les employés de cette structure qui allait être rachetée au profit de tous les dirigeants de la boîte qui les rachetait d'un grand salon industriel avec des stands dans lesquels il y avait à chaque fois 4-5 personnes qui présentaient dans le domaine de la pharmacie, alors sur tel axe, voilà ce qu'on fait. Et les personnes qui, donc le staff de la boîte qui rachetait, sorti de là en demandant au consultant, mais waouh, c'est hallucinant quoi. C'est incroyable les trésors qu'il y a dans cette boîte quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, rien. Arroser. Vous voyez, ça pousse. Arroser. Apporter du terreau, apporter du soleil, apporter de l'eau, puis laisser faire. C'est ce qu'ils ont fait. Avec vraiment une fusion qui s'est super bien passée derrière. D'accord. Et puis Chicago, bon, je le cite, c'est un projet que je connais encore pas très bien, mais qui me passionne beaucoup parce que c'est absolument pas dans un domaine économique au sens strict du terme. C'est la ville de Chicago avec un groupe de fous qui se dit bon ben on va regarder comment fonctionner dans les problèmes de relations intracommunautaires et comment on pourrait faire, comment on pourrait imaginer un Chicago dans lequel ça se passe bien, 50 000 personnes. Donc ça peut se faire à deux, au coin d'un bar. J'ai des expériences juste bouleversantes comme ça. Et puis ça peut se faire avec à l'échelle, l'ONU a utilisé ça à une échelle assez grande également. Voilà. Est-ce que ça, quand vous dites une échelle de 50 000 personnes sur une ville comme Chicago, moi je pense plutôt à des approches prospectives, où les gens vont imaginer leur ville dans 20 ou 30 ans. Là, c'est pas vraiment l'idée. C'est pas c'est qu'est-ce que je voudrais faire. C'est quoi mon rêve. Et puis je me mets en chemin. Je n'essaye pas d'imaginer les grandes tendances, etc. J'ai envie, j'ai une ambition, on y va. Et puis les tendances, on va les voir émerger, puis on va les suivre. C'est pas tellement un travail d'analyste prospectif, en tout cas. Ça peut se mélanger avec, certainement. D'accord. Alors, une manière d'utiliser ce genre de réacteur, d'engrais, de terreau, c'est sur la rétrospective. J'ai pris un exemple là de rétrospective sur Internet, appréciative. Donc l'idée est assez simple. On fait une petite inclusion. Genre, là c'est vraiment une inclusion, quoi. C'est vraiment un icebreaker. Tout le monde, deux par deux, vous donnez un petit coup d'eau, un petit signe de j'apprécie ce que tu as fait sur tel sujet, etc. Un petit signe positif. Et puis ensuite un brainstorming. Donc les événements plaisants, on retrouve le schéma, les forces de l'équipe, les succès. Et puis on les partage comme ça. Et puis on fait un future perspective brainstorming. Donc là on imagine que nous sommes à la fin de du prochain sprint. À quoi ça ressemble? Donc là on se projette, on est dans le rêve. On sort des idées, on les groupe par affinité. Donc ça c'est pareil, c'est un travail de facilitation assez classique. On fait des clusters. On fait un dot voting sur celles qui semblent les plus fortes, les plus enthousiasmantes, etc. Et puis, sur celles qui sortent, on décline voilà, les 2-3 actions qu'on va mettre en œuvre vraiment, qu'on va faire rentrer dans le backlog. Donc là, on a à la fois quelque chose qui crée les conditions d'une envie sur la rétro, mais qui les crée vraiment. Ça allume des choses dans nos cerveaux. Hein. Toute la bande de l'université de Cleveland et tous les gens qui se sont greffés dessus font des études scientifiques, y compris sous IRM, pour voir ce qui se passe dans le cerveau quand on fait ce genre de cheminement. Et puis on est porté par cette vague-là vers du concret et on le met en œuvre.
Et puis, ce qu'on peut faire également, c'est utiliser un autre volet qui est là dans la phase de définition du processus appréciatif, qui est, c'est quoi les fameux chantiers dont je vous parlais tout à l'heure, les grands chantiers qui ne sont pas vraiment des projets au sens avec une roadmap, etc. Ben, l'idée est assez simple, hein. On part un peu sur la même chose. C'est quoi l'ambition qu'on voudrait atteindre par rapport à ce grand rêve ou ce grand type de rêve qu'on a fait émerger. Donc ça a quel thème? Et puis, donc, notre ambition, c'est ce que nous voulons vraiment, vraiment. D'accord? Et derrière, on va avoir un impact positif. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Ce que nous avons à gagner. Et puis, il va y avoir des illustrations concrètes en chemin. Qu'est-ce que nous avons à faire pour ça? Et des ressources. Avec quels moyens? Et éventuellement, des mesures. Comment nous allons mesurer? Là, on n'est pas vraiment dans des projets. On pourrait se dire, ouais, cette proposition impactante, ça ne doit pas être réaliste. On ne lui demande pas d'être réaliste. Alors ça peut être un peu frustrant. On se dit, c'est quoi ces trucs-là, tout ça, pour des trucs qui ne sont pas réalistes? Oui, parce que après, on va créer, c'est la phase déploiement, on va créer un groupe projet qui va s'emparer d'une des propositions, des groupes projets qui vont s'emparer des différentes propositions, qui là vont décliner. Et là, on peut aller chercher tout l'outillage qu'on a dans la main sur les roadmaps, les story mapping, etc. D'accord? Ou les démarches qu'on utilise dans les grands projets de transformation, step 1, step 2, step 3, etc. Là, on est prêt. Allons-y, déployons avec ça si on a ça. Déployons avec un autre framework si on a un autre framework. Mais on a vraiment là des grands ensembles, des grands thèmes de projet qui sont portés par tout le groupe. Et puis, on a une envie de mettre de l'énergie sur chacun des projets qui vont en découler. Est-ce que c'est pas là un tout petit peu un saint Graal qu'on est tous plus ou moins en train de chercher quand on tombe dans une équipe où on vous dit, ouais, on a compté, là, cette année, on a fait 20 projets agiles. Ouais. Mais les mecs, ils y croient pas trop, quoi. En fait, il y a des projets agiles, on les a comptés comme ça, mais les mecs, ils font 3 mois de spécification. En itératif, hein, toutes les 2 semaines, ils font un nouveau tome de spec. Voilà, sur un autre registre. En tout cas, c'est quelque chose qui est accessible par ce genre de cheminement-là. Alors, quelques cas d'utilisation, rétrospective, le bilan de situation, l'audit, le fameux audit où on arrive avec des bonnes vieilles semelles de plomb et on va faire l'audit là sur la sécurité là. Tu peux me redire, Pierre, là, quand la palette est tombée, là, que Jean s'est fracassé le bras, tu étais aux commandes de la palette. Non mais on ne te juge pas, Pierre. Hein, vraiment, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as provoqué cet accident qui a entraîné 3 mois et demi d'arrêt de travail pour Jean? Blam, ça c'est du discours vachement enthousiasmant, quoi. Ça s'appelle du discours fatigant, quoi. Et puis il y a la version, ça c'est un cas réel également qui a eu lieu chez Michelin pour gagner les quelques pourcents de sécurité au travail. Dis-moi Pierre-Antoine, quand tu as vu arriver la palette là, et que tu as réussi à éviter la chute des 300 kilos sur les pieds de Pierre, putain, mais comment t'as fait? Tu peux me raconter le truc là? C'est quoi les forces que tu as mis en œuvre? Ah ouais? Et qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir? Et si tu devais, tu as un bon génie là, fais 3 vœux pour que dans l'atelier là, ce genre de situation là se reproduise, rayonne et se déverse sur toute l'entreprise. Ce serait quoi tes 3 vœux? Et puis on en récupère 600 des histoires et des sources d'enthousiasme comme ça. Pas du tout la même approche, quoi. Donc voilà, l'audit, l'innovation pour une meilleure organisation, la transformation agile. Alors ça, je le mets entre guillemets parce que c'est des mots un peu plombés pour moi. C'est la transformation. La transformation vers quoi? Transformation pour quoi? Elle est où l'ambition? Elle est où la raison d'être? Et si on va chercher la raison d'être, est-ce qu'on va nécessairement se transformer? Peut-être, mais est-ce que c'est l'objet? Combien de transformations sont des transformations pour la transformation? Finalement, après quelques mois, on perd de vue
vers quoi on va, et puis tout le monde fait des KPI de la transfo, et puis on finit 3 ans plus tard avec des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de faire autre chose, quoi. De la conduite du changement, je vous ai fait mon petit laïus sur le changement, du team building, et puis des conventions, des séminaires autour de tous ces sujets-là. Donc le champ d'action est très vaste, mais c'est pas un truc magique, hein. Il y a des conditions, typiquement, il y a des conditions assez importantes. Imaginez un manager qui est patron d'une grande transformation, qui est patron de la boîte, et qui ont dit, ben voilà, en fait, on va revenir à l'essence de la transformation, l'ambition, la raison d'être de tout ce que tu fais là. Et puis le comment, en fait, c'est les gens qui vont le dire, hein. Et puis on va prendre le temps pour le faire émerger. On prend le temps qu'il faut. Parce que ce que tu veux, c'est vraiment ça. Mais on va prendre vraiment le temps d'y aller. Avec vraiment l'adhésion forte, intrinsèque, volontaire, autonome des gens. Donc c'est eux qui vont te dire comment tu vas faire. Ah non, mais dans 3 mois, là, on aura quoi? Fais comme tu veux. Parce que ça ne peut pas marcher, évidemment. Si on a vraiment en face des sponsors qui ont des peurs, une difficulté à se dire lâchons prise par rapport au premier trimestre de l'année d'après, une envie d'être rapidement sur des résultats, ben, il ne faut pas faire la mission comme ça. Après, on peut redescendre un peu de 2 étages et voir, ça c'était Pierre, on va voir Jacques qui est chef d'un département. Ça lui parle vachement, et puis localement, il peut faire des choses, il peut faire plein de trucs. Il y a un moment, ça va frotter forcément, mais s'il est assez sûr de lui pour dire au patron, mais oui, mais enfin, sauf que ce que je fais pour ça, et c'est ça que tu veux, c'est pas... Et donc les résultats, ils sont là. Donc il y a plein de cas comme ça, dans lesquels des personnes à l'intérieur d'une structure ont fait des choses, et puis ont juste invité le patron sur la photo après, et tout le monde était bien content. D'accord. Mais c'est pas magique. Il y a des conditions, et les conditions, elles résident avant tout sous le crâne du sponsor de la démarche. Et puis il y a certainement d'autres manières d'aller dans ces histoires-là. Et puis, donc à propos de raison d'être, j'aime bien ce petit mot de Carl Scotland qui dit que faire de l'agile avec une petite lettre, c'est une tactique. Être agile, c'est un résultat. Et puis, avoir de l'agilité, ça c'est une stratégie. Donc c'est intéressant avec les sponsors, les décisionnaires de ce genre de questions, audits, etc., de poser la question, c'est quoi le résultat que tu veux obtenir, c'est quoi la stratégie et donc l'ambition qui te porte, etc. Et on parle beaucoup du sens des mots dans ces moments-là. On prend 3, 4, 5 heures à écrire une phrase de 10 lignes. Ok. Quelques questions ? La développement initiative, apparemment, bon, c'est américain. Est-ce que le fait de mettre en place, de développer avec des groupes de différentes nationalités, dans différents pays, ou avec un groupe très varié, de cultures très différentes, ça change les choses? Je n'ai pas entendu de différence par rapport à ça, ni socio-culturelle, ni par domaine. Il y a des expérimentations dans tous les domaines, dans tous les pays. Et les recherches qui sont faites sont des recherches fondamentales sur la psychologie humaine. Alors, il y a certainement des traits de la psychologie humaine qui varient un peu quand on est au Japon, ou en Thaïlande, ou au Canada. Maintenant, le fait que quand on pose une question, la personne répond. Quand on pose une question positive, il répond et il change dans un sens positif. Ce sont des expérimentations qui ont été faites partout. Le fait qu'il y a certains principes qui sont sous-jacents, le principe poétique qui est celui qu'on utilise quand on dit « raconte-moi une histoire », le mécanisme sous-jacent il est très simple. Quand je suis un tout petit enfant et que je pars en vacances avec mes parents, qu'est-ce que j'emporte avec moi? Que je ne peux pas laisser à la maison, sinon on fait demi-tour. Ce qui me rassure vraiment, d'accord?
mon doudou, mon jouet tout neuf, ce qui me renforce et ce qui me prouve que ça va bien se passer. Et c'est ce qu'on fait. Quand on va chercher les forces dans les histoires, on active ça, des choses qui sont vraiment très profondes dans les gens. Et c'est aussi pour ça que dans les conditions de mise en œuvre de ce genre de démarche-là, parce qu'on touche très profondément des phénomènes de notre psychologie intime et qu'on livre des trésors, ce que vous avez livré là. Merci d'ailleurs, c'est des trésors, c'est des petites pépites de notre histoire collective. On livre pas ça à n'importe qui pour faire n'importe quoi. Et c'est pas le moment à la fin de toute une journée comme ça de bain de voir arriver le patron qui dit « Bon, bah écoutez, merci, on va passer à l'étape 2. Hein, on va faire le bilan du trimestre et voir comment on peut faire pour faire plus 15% le trimestre prochain. » C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut vraiment s'assurer en amont qu'on est aligné sur qu'est-ce qui va se passer, le lâcher-prise, le caractère précieux de ce qui est livré. Et au passage, ben, on fait expérimenter la première personne qui expérimente en grandeur réelle ce genre d'approche, c'est le donneur d'ordre, avec le praticien. Bon, ben alors on va en discuter autour d'un verre. Hein. Mais bon, c'est spontané. Hein. Merci.